Moi, je vais d'abord me retourner vers Ibrahim Sanou, qui a écrit quelque chose qui est très actuel, notamment sur l'anniversaire de cette armée-là. Mais vous avez choisi un angle à revisiter, c'est plutôt cette armée au pouvoir. Je lis un bout pour qu'on puisse donc contextualiser les choses et commencer. Vous dites, il est important que le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré et ses frères d'armes jettent un regard sur ce passé pour éviter certaines erreurs et pour une meilleure refondation de l'institution militaire. Pourquoi? Ok, merci d'abord de nous recevoir sur votre plateau. Merci aux téléspectateurs. Il faut dire que nous, en tant que jeunes, on s'est dit que pour savoir où l'on va, il est important de savoir à peu près d'où l'on vient. C'est cela. Voilà, d'où les richesses un peu sur notre passé, sur notre histoire. Et quand on lit l'histoire du Burkina, l'histoire politique, l'armée est vraiment omniprésente. Et la réalité, c'est qu'elle a occupé le devant de la scène pendant vraiment longtemps. Voilà. Et quand on demande aux autorités actuelles, avec le retour des militaires, de s'inspirer vraiment, de voir ce qui s'est passé dans le passé, pour pouvoir s'inspirer, parce qu'on constate que à un moment donné, quand l'armée a été invitée aux affaires, c'était en tant qu'une institution. On avait une institution vraiment qui était une institution comme on en voit dans certains pays, qui est une véritable institution avec un chef hiérarchisé. Voilà, c'est le propre même de l'armée. Voilà. Et l'analyse qu'on fait, c'est que les premières années de la direction de l'armée, il y avait cette organisation qui était là autour d'un responsable qui coordonnait. Mais l'armée étant même dans la société, à un moment donné, il y a eu d'autres querelles qui sont rentrées au sein de l'armée, qui a amené beaucoup de drames. Voilà, beaucoup de drames. Donc je crois que, et quand on analyse l'évolution de ces drames et l'aboutissement et l'état du pays, on s'est dit qu'il faut pouvoir tirer leçon de cela pour ne plus retomber dans les mêmes travers en quelque sorte. C'est vrai que dans l'équipe que vous partagez, qui est quand même assez intéressant, qui est un genre de bonne mémoire, vous rappelez que quand même en 66, c'était une armée soudée auquel le peuple demande de s'assumer face peut-être aux errements d'un président, mais c'est d'abord une armée soudée. Et c'est pour vous, quand vous regardez dans l'histoire que vous faites après, c'est quand vient la cassure. Ok. D'abord, on a une armée jeune, soudée, qui est là autour de son chef d'état-major, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, que les populations qui manifestent, les syndicalistes qui manifestent parce qu'ils sont quelque part déçus de la gestion du politique des acteurs civils, se disent qu'on a besoin d'un sauveur et c'est cette institution. Et l'armée même en tant qu'institution est une institution qui est quand même coordonnée. Et quand on regarde les réformes, il y a eu beaucoup de réformes durant cette période, ces premières décennies de gestion. On a parlé un peu du général Thiemoko Magarango qui a opéré, les anciens sont là, qui a opéré un certain nombre de réformes que nous avons essayé de comprendre. Et je crois qui ont contribué à transformer la société, la société burkinabé voltaïque à l'époque qui était véritablement en crise. Voilà. Mais il y a eu après d'autres ambitions. Je dirais même l'usure aussi du pouvoir. Parce que l'armée était censée rester pendant un moment, assurer une phase de transition et puis s'en aller. Voilà, redonner le pouvoir aux civils. Malheureusement, je crois que pendant qu'elle était là, elle a eu à associer les civils à la gestion du public. Et elle s'est donné un rôle d'arbitre. Voilà. Parce qu'arrivée en 1966, elle a fait d'abord 4 années de transition, de régime militaire, avant de revenir à un état de droit en 1970. Mais dans l'état de droit de 1970, l'armée a décidé de garder un œil quand même, en disant que le poste de la présidence de la République restait assumé par l'armée, c'est-à-dire que le président, le général de corps d'armée qui était là, le général Lamizana. Mais on a organisé des élections permettent aux civils
de revenir pour que la vie politique puisse être animée. Mais entre 70 et 74, les acteurs politiques entre eux-mêmes se sont combattus. Ils ont cristallisé la scène politique. L'armée qui était là, comme on appelle, un rôle d'arbitre, s'est retrouvée à les renvoyer tous finalement, à réinstaller encore un régime encore d'exception encore. Et je crois que finalement, elle-même, elle a fini par prendre goût, malheureusement, au pouvoir. Et au sein même de l'armée, il y a eu, les choses évoluaient. Même le fondateur a commencé à être un peu dépassé, puisqu'il y avait d'autres, de jeunes officiers qui venaient, qui avaient d'autres, tout le monde n'avait pas forcément l'idéal de départ. Mais le déclic quand même dont on a eu cas, c'est que lors des élections de 1978, voilà, puisque comme je l'ai dit en 70, l'armée a joué le rôle d'arbitre. D'arbitre, oui. Voilà. Mais en 78, et on l'a demandé, elle avait perdu cette position qu'elle avait, cette position de neutralité. Voilà. Et la force qu'elle avait, elle avait perdu. Parce qu'il faut dire que quand, en 1974, le général Lamizana a refait un nouveau coup d'État où il a renvoyé les acteurs politiques au repos et que l'armée a repris le pouvoir, il avait voulu maintenant installer un régime, un parti unique. Eux, les syndicalistes, les mouvements qui s'étaient mobilisés, qui avaient même encouragé la venue de l'armée, se sont maintenant opposés. Voilà, ils ont refusé ça. Donc ça avait quelque peu fragilisé la place que l'armée avait. Et maintenant, pour les futurs, les gens exigeaient à ce qu'on reparte aux élections. Et pour les nouvelles élections, on a dit que l'institution ne sera plus arbitre. Si les militaires veulent compétir, si le général veut compétir, il faut qu'il soit candidat. Et malheureusement, le parti politique que je n'ai pas cité dans l'élément, mais c'est le RDA, c'était le RDA, le parti historique, voilà, qui était là, qui n'arrivait même pas à se trouver un candidat. C'était le parti historique pour les élections de 1978. Le parti politique, c'était le parti le plus important. Mais les politiciens, même entre eux, de ce même parti, n'arrivaient même pas à se trouver un candidat à présenter à la présidentielle. Et finalement, ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas prendre le président qui est là, le général Lamizana. Et il faut reconnaître que de ce que j'ai lu, contrairement à certains officiers de d'autres pays qu'on peut savoir, Lamizana c'était un officier général, mais il avait le sens de la mesure. Voilà. Il n'était pas dans une certaine dictature. Voilà. Il y avait cette quand même possibilité d'ouverture. Voilà. Parce que quand un président de la République générale de corps d'armée qui veut se présenter, qui est au pouvoir depuis 66, c'est-à-dire que de 66 à 76, 12 ans, de 66 à 78, ça fait pratiquement 12 ans, il veut se présenter à l'élection présidentielle, il renie quand même le commandement pour les consulter quand même, pour dire que moi je vais me présenter à la présidentielle, mais je veux le soutien de l'armée. Et que des officiers s'élèvent sur place pour lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec sa candidature. Voilà. Et que s'il veut se présenter, qu'il laisse la tenue, voilà, et qu'il devient civil. Je crois que si cela avait, je crois que c'était un exemple que bon, et ce serait bien que la jeunesse, l'armée dans la dynamique future puisse adopter. Voilà, parce que je crois que le fondateur de l'armée, celui qui a incarné l'armée, il avait cette vertu. Et ces officiers ont parlé. Je crois que si c'était ailleurs, ou bien à une autre époque, on les aurait arrêtés immédiatement. Mais on sentait comme une certaine démocratie même déjà en société. Voilà. Général de corps d'armée, le plus gradé, il dit que lui, il veut se présenter, il informe, il veut le soutien. Des colonels qui s'élèvent pour dire que non, on n'est pas d'accord. On pense. Et ce jour-là, il s'est plaint. Il a dit qu'il ne peut pas concevoir que lui, il ait fondé l'armée et que cette même armée lui fasse un coup d'État. Voilà. Et je posais la question de savoir, pour vous, à quand viennent plutôt les divisions? Parce que quand on regarde le récit que vous faites aussi, qui est toujours intéressant, en fait c'est un débat d'histoire aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est que
par après, quand on vient avec d'autres moins gradés qui se mettent en scène, on vient vers une autre époque, Sankara et autres. Au début, vous vous rendez compte que il y a un coup d'État qui est fait, mais personne ne veut vraiment assumer parce qu'on se sait que c'est un peu plus compliqué. Mais là, le pouvoir intéresse déjà plus d'une personne au sein de l'armée. Déjà, donc il y a des mouvements à l'intérieur. Oui. Déjà, je dirais que l'année 78 a été le tournant. Ok. L'année 78 a été le tournant. L'année où le général de corps d'armée décide de se présenter à une élection présidentielle. Ces jours-là, les divisions, même s'il y avait peut-être des vérités, ces jours-là, ça s'est révélé à la place publique de façon ouverte. Voilà. D'accord. Mais la suite s'est conclue. Plus ceux qui s'étaient opposés, et le général s'est plaint pour dire que ce n'était pas normal. Finalement, c'est eux qui sont passés à la manœuvre 2 ans après. D'accord. Ibrahim Sanou, vous qui revenez sur l'histoire de notre armée, là il met le doigt sur quelque chose de profond. Hein. On a, je le répète encore, on a l'armée à Kossiam. Et on est dans un contexte sécuritaire qui est bien nouveau. On est loin de la situation de 66 aujourd'hui. On demande aux populations de faire cet effort nouveau. Vous êtes de l'AIB, je pense que vous relayez au plus profond du pays ce qui se passe très souvent. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a cette armée aux côtés? Ok. Et tel que vous avez décrit la situation, je crois que dans une situation normale, les choses ne devaient pas être comme ça. Ça veut dire que l'armée ne devait pas être à Kossiam. On devait avoir des autorités civiles qui sont là à Kossiam et l'armée devait être au front. Mais on n'est plus dans une situation normale qui fait que tout est renversant. Je disais dans mon analyse que dans une famille normale, le chef de famille a la responsabilité d'être le chef de famille et chacun joue son rôle. Et quand la tête ne joue pas son rôle, naturellement, un aîné va le faire. Et s'il ne le fait pas, ne soyons pas surpris qu'un Benjamin va le faire. Et là, on se retrouve dans une situation anormale. Voilà. Et je crois que moi, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, ces 62 ans de l'armée qui sont célébrés, on célèbre ces 62 ans avec l'armée au pouvoir, mais particulièrement la précision que je fais, ce sont ces jeunes officiers qui combattent au front, qui étaient au front, qui étaient au cœur en face de l'adversaire, qui vivait la guerre, qui se retrouvent au niveau des affaires. Et c'est un tournant que je veux rappeler. Pour faire la clarification, parce qu'on a eu 2 coups d'État pratiquement en une année. Voilà. Ça veut dire que on a eu, alors que quand on a, pour quelqu'un qui a suivi l'actualité, au-delà des moyens dont le frère évoquait tout de suite, de l'autre côté, on ne peut pas comprendre qu'il y ait ces difficultés-là. Et de l'autre côté, on a vu que le budget de l'armée a doublé pratiquement. Voilà. Donc on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y avait problème quelque part. Voilà. Moi, ma lecture, c'était comme si l'autorité civile qui était en place, l'autorité civile dont la population s'est battue pour qu'elle revienne aux affaires. Parce que c'est là la situation normale. Dans un état normal, on a des élections, on a des présidents, des civils qui guerrent et l'armée fait son travail. L'autorité civile qui est venue, on a l'impression que face à une situation exceptionnelle, elle dit qu'elle a voté des budgets. Maintenant, est-ce que les choses, les budgets qui ont été votés, est-ce que ça va là où il faut? D'accord, ça c'est une question très intéressante. Moi je vais terminer